Salutations. Dans ce cours, nous allons parler des polynômes du second degré. Ah oui, je sais, c'est des histoires subtiles qu'il faut pas prendre au pied de la lettre, c'est ça? Pas vraiment. Ce premier chapitre est une introduction, et nous allons commencer par voir un certain nombre de définitions et de caractéristiques algébriques et graphiques pour bien comprendre de quoi on parle. Nous détaillerons d'abord comment est défini un polynôme du second degré et de quoi il est composé. Nous verrons notamment qu'il peut être défini de différentes manières. Puis nous aborderons la parabole, dont nous étudierons certaines propriétés. Et enfin, nous verrons quelques exemples concrets où l'on trouve des paraboles. Pour résumer, dans ce chapitre, nous allons revenir aux origines des notions que nous étudierons par la suite. Pour commencer, on va se demander ce que c'est qu'un polynôme du second degré. Mais avant de répondre à cette question, il va déjà falloir comprendre ce qu'on appelle un polynôme en général. Un polynôme, c'est une expression qui dépend d'une variable x et qui a la forme d'une somme de puissances de x. Voici un exemple. On considère un polynôme que l'on appelle p. Ce polynôme dépend de la variable x, donc on note p de x. Et son expression est la suivante. P de x égale x puissance 3 plus x puissance 2, plus x puissance 5, plus x puissance 1, plus x puissance 1, plus x puissance 2, plus x puissance 0, plus x puissance 3, plus x puissance 2, plus x puissance 1, plus x puissance 2, plus x puissance 0. Comme vous le voyez, c'est une somme de termes assez longue, et chaque terme est x à la puissance quelque chose. Un polynôme, ce n'est rien de plus que ça. Bon, c'est vrai que cette expression est particulièrement longue et indigeste, mais il nous suffit d'en simplifier l'écriture. Nous allons commencer par regrouper tous les termes en ordre décroissant de leurs exposants. D'abord le x puissance 5, puis les deux termes x puissance 3, puis les 4 x puissance 2, les 3 x puissance 1, et enfin les 2 x puissance 0. À présent, nous pouvons remplacer les x puissance 1 par une écriture plus simple, c'est-à-dire x. Et de la même façon, on sait que quelque chose à la puissance 0 vaut toujours 1, donc on peut remplacer les x puissance 0 par 1. Continuons à simplifier. On peut remarquer qu'on a plusieurs termes identiques additionnés. On va donc pouvoir écrire que l'on a tant de fois ce terme. Par exemple, nous avons 2 x puissance 3, donc on va écrire à la place 2 fois x puissance 3. De même pour les suivants, 4 fois x puissance 2, 3 fois x, et 2 fois 1, c'est-à-dire 2 tout court. Voici donc un exemple de polynôme. C'est une somme de puissance de x affectée de coefficients. Voici comment il est composé. Son nom d'abord, qui indique que c'est une fonction de la variable x, puis son expression, qui est une somme de puissance de x rangée par ordre décroissant de leurs exposants. Chacune de ces puissances de x est affectée d'un coefficient, pour indiquer combien il y en a. Et enfin, on ajoute une constante, qui équivaut, on se souvient, au x puissance 0. Pour continuer avec le vocabulaire, un terme composé d'une puissance de x et d'un coefficient, on appelle ça un monôme. Vous savez que mono en grec ça signifie un seul, alors que poly signifie plusieurs. Donc un monôme c'est un terme, et un polynôme c'est une somme de plusieurs termes, donc de plusieurs monômes. Maintenant, revenons à notre question d'origine. Qu'est-ce que c'est qu'un polynôme du second degré? Le degré d'un monôme, c'est l'exposant de la puissance de x de ce monôme. Et donc, dans la famille des polynômes, un polynôme du second degré, on dit aussi polynôme de degré 2, est un polynôme dont la plus grande puissance de x est 2. On dit que son terme de plus haut degré est x puissance 2. On va pouvoir écrire qu'un polynôme de second degré est composé de 3 termes. Donc si vous avez suivi vos cours de grec, vous avez deviné qu'on appelle ça un trinôme. Et ces 3 termes sont x puissance 2 multiplié par un coefficient a, x multiplié par un coefficient b, et une constante c. On précise que a, b et c sont des nombres réels, et pour que ça fonctionne, il faut que a soit non nul, sinon ça enlèverait le premier terme, ça donnerait un polynôme de degré 1. Voyons à présent quelques exemples. La fonction u de x égale 2x carré moins 8x moins 3 est un polynôme de degré 2,
dans lequel a égale 2, b égale -8 et c égale -3. Ici vous voyez que les coefficients peuvent être négatifs. La fonction v de x égale -5/3 de x carré plus x plus racine de 2 est un polynôme de second degré, dans lequel a égale -5/3, b égale 1 et c égale racine de 2. Vous voyez donc que les coefficients ne sont pas forcément des nombres entiers, ils peuvent être des fractions ou même des nombres irrationnels. C'est ce qu'on a dit, ce sont des réels. La fonction w de x égale -x carré plus 12,5 est un polynôme du second degré dans lequel a égale -1, b égale 0 et c égale 12,5. Ici le terme en x, le terme de degré 1, n'existe pas, ce qui revient à dire qu'il a un coefficient nul. Mais ça ne change pas la nature du polynôme total. Son terme de plus haut degré est quand même x carré, donc c'est bien un polynôme du second degré. Alors une petite remarque. Cette écriture p de x égale ax carré plus bx plus c est la plus courante pour un polynôme du second degré, mais elle n'est pas la seule. On peut écrire un polynôme de différentes manières. Voici tout de suite un exemple. P de x égale 2x carré moins 4x moins 30. C'est ce qu'on appelle la forme développée du polynôme. C'est une somme de 3 termes. Mais cette même expression peut s'écrire autrement. P de x égale 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 5. C'est la forme factorisée de ce polynôme. Ou encore on peut l'écrire P de x égale 2 fois x moins 1 au carré moins 32. C'est ce qu'on appelle la forme canonique. Alors vous pouvez vérifier tout de suite que c'est bien la même expression dans les trois cas. En partant de la forme factorisée, vous la développez et vous devez retrouver la forme développée. De même, en partant de la forme canonique, vous devez retrouver la forme développée. Pour celle-là, je précise, pensez à utiliser une identité remarquable. Allez-y, mettez la vidéo en pause et calculez. Ça y est, vous avez vérifié que je vous ai pas menti ? C'est bien 3 écritures différentes de la même expression ? Bien. En général, on présente la forme développée en premier, parce qu'elle permet de faire une classification, de ranger les polynômes de degré 2 dans la famille plus large des polynômes, et aussi parce qu'elle est facile à reconnaître. Mais elle n'est pas l'écriture la plus logique d'un polynôme, ni la plus élégante, ni même la plus pratique à utiliser dans certains cas. C'est celle sur laquelle on travaille le plus souvent, mais nous verrons dans les chapitres suivants les avantages des autres écritures. Maintenant, on peut se demander pourquoi ces polynômes de degré 2 sont intéressants à étudier. Eh bien, pour comprendre cela, il va falloir passer de l'algèbre à la géométrie. La caractéristique principale des polynômes de second degré, c'est que leur représentation graphique dans un repère cartésien orthonormal donne une figure qui ressemble à ça et qu'on appelle une parabole. Et c'est cette figure qui a des propriétés intéressantes. Vous connaissez sans doute une courbe particulière dont on vous a dit qu'elle s'appelait une parabole, celle-ci. C'est la représentation graphique de la fonction x au carré. Mais en réalité, des paraboles, on peut en tracer une infinité, en les modifiant plus ou moins, en les aplatissant ou en les étirant, en les déplaçant dans le plan, en les retournant, et dans cette famille de paraboles, chaque courbe est la représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2. Alors je vais maintenant revenir un peu en arrière, oublier les polynômes pour le moment, et parler des paraboles. Qu'est-ce que c'est donc qu'une parabole? Comment c'est tracé? D'où ça vient? Et puis tiens, pour commencer, est-ce que ça, c'est la même chose que ça? Ou que ça? Alors non, les histoires que raconte Jésus dans le Nouveau Testament, ça n'a rien à voir avec la figure courbe dont on va parler. Ça porte simplement le même nom qui vient du mot grec parabolé, ce qui signifie comparaison. C'est une parabole au sens rhétorique. Il y a bien un rapport étymologique entre les deux mots, mais dans l'ensemble, c'est un homonyme et rien de plus. Par contre, en effet, l'appareil qui nous sert à recevoir des programmes télé, c'est bien une parabole au sens mathématique. C'est une antenne qui a une forme de parabole, mais en 3 dimensions bien sûr. Et surtout, elle utilise et met à profit une propriété particulière de la courbe parabole. En effet, une caractéristique essentielle de la parabole, c'est que quand elle reçoit des rayons parallèles et parallèles à son axe de symétrie, elle les renvoie tous vers un point particulier qu'on appelle le foyer. Vous imaginez bien que c'est très utile pour recevoir et capter les transmissions de télécommunications.
on considère que les ondes envoyées par un satellite géostationnaire arrivent parallèles sur la Terre, du fait de l'éloignement du satellite et de la petite taille de l'antenne. Et donc, les ondes reçues par l'antenne parabolique sont réfléchies et concentrées vers un même point, où le capteur les réceptionne, les transforme et les transmet par câble jusqu'à la télé. Mais ce qu'on vient de voir, c'est une propriété de la parabole, ce n'est pas vraiment sa définition. À la base, la parabole, c'est une courbe qui est composée de tous les points équidistants d'un point fixe et d'une droite fixe. Pardon ? D'accord, je m'explique. Tout d'abord, est-ce que vous savez comment on mesure la distance entre un point et une droite ? C'est assez facile, il suffit de tracer la perpendiculaire à cette droite passant par le point considéré et de mesurer la longueur du segment obtenu. Dans la figure dessinée au tableau, ce qu'on appelle la distance entre le point A et la droite D, c'est la longueur du segment AH. Ici, on mesure qu'elle vaut 32 cm. À présent, on va tracer une droite D, qu'on appelle la directrice, et un point F, qu'on appelle le foyer. Eh bien, on va chercher tous les points qui sont à égale distance du foyer et de la directrice. Par exemple, ce point-là est plus proche du foyer que de la droite. Celui-ci, en revanche, est trop proche de la directrice. Là, on a un point qui est à la même distance du foyer et de la directrice. Celui-là aussi. Et celui-là. Bon, bien entendu, normalement, on ne cherche pas au hasard comme ça, on a une méthode plus rigoureuse. Bref, si on relie tous les points obtenus, on obtient une courbe que l'on appelle une parabole. Alors maintenant, des paraboles, on peut en tracer une infinité. Tout dépend de la distance entre le foyer et la directrice. Si on fait varier cette distance d'origine, on va obtenir des paraboles plus ou moins étirées, plus ou moins aplaties. À présent, si on trace une de ces paraboles dans un repère orthonormal, on peut déterminer que l'équation de cette courbe est un polynôme de degré 2. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut modifier cette courbe en l'aplatissant, en l'étirant, mais aussi en la retournant, en la déplaçant à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Ce sont ces modifications qui déterminent les différents coefficients du polynôme, a, b et c. Pour décrire une parabole, on pourrait encore dire que c'est une conique. Mais il me semble que ça fait assez de théorie pour ce chapitre, je ne vais donc pas vous parler des coniques maintenant. Par contre, je vous conseille d'aller voir Michael Launay jouer avec le sable, vous comprendrez très bien tout ça. Et pour ma part, je vais vous retrouver dans le prochain chapitre pour tout ce qui est calcul sur les polynômes. Mais non, attendez, vous vous demandez pas pourquoi c'est si important d'étudier les paraboles ? On en a vu quelques caractéristiques intéressantes, l'application en télécommunication avec les antennes paraboliques, mais c'est pas tout. On retrouve des paraboles dans notre monde de façon très concrète. On pourrait même dire qu'on y est soumis en permanence sur notre bonne vieille Terre. En fait, dès que vous lancez un objet en l'air un peu vers l'avant, il décrit une trajectoire en parabole. La trajectoire de n'importe quel projectile en chute libre, c'est-à-dire uniquement soumis à la gravitation, c'est une parabole. Un autre exemple d'apparition des paraboles. Vous avez déjà vu la Sagrada Familia à Barcelone ? C'est une église qui a été dessinée par l'architecte catalan Antonio Gaudí il y a plus de 130 ans, en 1883. Et qui n'est toujours pas terminé de construire. Eh bien, ces différentes tours ont la forme de paraboles. Pour en tracer les courbes, Gaudí s'est aidé d'un modèle fait de cordes et de poids. Les cordes étaient suspendues au plafond par leurs extrémités, et des petits sacs lestés y étaient accrochés à intervalles réguliers. Eh bien, la forme que prend une de ces cordes, c'est une parabole. À partir des courbes dessinées par ce système, Gaudí les a retournées, et a obtenu les formes des tours de son chef-d'œuvre. J'espère que ce chapitre vous a permis de comprendre de quoi on parle quand on aborde les polynômes, ce que ça représente et ce que ça implique.
Dans le prochain chapitre, nous passerons à l'étude algébrique d'un polynôme, et nous verrons les différents calculs à effectuer pour en déterminer les caractéristiques, c'est-à-dire les points particuliers de sa parabole.